Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. Quand j'ai envisagé de créer un podcast en juillet dernier, on a souri devant ce projet un peu fou, éloigné des fourneaux. Mais quand on regarde de plus près, c'était très cohérent avec ma passion, car j'adore fédérer autour de la food. Et aujourd'hui, vous écoutez le 20e épisode, clôturant une saison remplie de très jolies rencontres. Pour ce dernier opus avant les vacances d'été, je reçois une équipe 100% féminine, composée de Cécile Cron, oléicultrice et experte en dégustation d'huile d'olive. Bonjour Cécile. Bonjour Virginie. Manon Montessuie, charcutière passionnée et vice-championne France de pâté en croûte 2022. Bonjour Manon. Bonjour. Aurélia Nazareno, fondatrice et formatrice chez After All, une agence spécialisée dans le secteur CHR. Bonjour Virginie. Alors Cécile, d'où te vient cette passion pour l'or liquide ? C'est une passion tardive, on va dire. À l'âge de 30 ans, je suis allée vivre en Catalogne espagnole, à Barcelone. J'ai acquis en 2007 une oliveraie au sud de Barcelone, à 150 km près du delta de l'Èbre, on va dire, entre Tarragone et Valence. Voilà, c'était une oliveraie de 3 hectares, construite en terrasse de pierre, avec des murets de pierre traditionnels, avec des arbres qui avaient plus de 150 ans. On avait presque 300 arbres. Et voilà. Et j'ai découvert ces paysages. Je suis tombée un peu en amour de l'olivier, parce que l'oliveraie, c'est magique, c'est magnifique. L'arbre est magnifique. Donc, on a commencé à produire plutôt pour les amis et la famille. Et puis, on a vu qu'il y avait un intérêt de leur part, ensuite de leurs amis, d'amis. Donc, on s'est lancé de façon un peu plus professionnelle, on va dire, il y a 5-6 ans. Et voilà comment je suis tombée dans l'or liquide. Et je n'arrive plus à en sortir, je suis foutue. Bah non, mais c'est bien, c'est bien. Et quelles sont les perspectives, là, du coup ? Alors, les perspectives sont pas forcément très réjouissantes par rapport à la production d'huile d'olive. Là, avec le dérèglement climatique, on a quand même des soucis depuis quelques années, ce qui ne s'arrange pas dans les années à venir. Voilà, on prévoit vraiment des gros coups de chaleur, peu de précipitations et des fortes chaleurs, pas forcément au bon moment, on va dire. Donc oui, la production s'amoindrit un peu, un peu plus. Comme on n'a pas de système d'irrigation, voilà, c'est complexe. On tient le coup, on reste positif, mais il va falloir qu'on s'adapte peut-être un petit peu par rapport à ça. Et quelles vont être les modalités d'adaptation là ? Qu'est-ce que tu préconises ? Je ne sais pas encore pour limiter précisément. un maximum les dégâts. Il n'y a pas vraiment de solution. On est en bio, nous. Donc, on ne peut pas vraiment compter sur des produits pour booster tout ça. On n'a pas vraiment d'eau. C'est vraiment, nous, on compte sur la pluie. Donc quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, on a de moins en moins de production. Ça, c'est sûr. L'idéal, ce serait de planter plus au nord. Plus au nord même de la France. Dans quelques années, on pourra produire peut-être une huile. Donc comme les vignes, en fait. En Île-de-France, les viticulteurs, c'est la même problématique. Bien sûr. C'est triste et inquiétant, mais voilà, au les cœurs, on se bat, on continue, on reste positif. Merci Cécile. Manon, moi je suis une adepte de charcuterie.
Moi aussi. Donc, quand j'ai vu que tu avais passé le CAP charcuterie, j'ai dit, mais c'était inenvisageable de ne pas l'inviter. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le CAP de charcuterie? Qu'est-ce que vous faites? On fait tout ce qu'on va retrouver dans une charcuterie classique. Donc, ça va être tout le travail de la viande, en fait. Et beaucoup le confondent avec la boucherie. La boucherie, c'est vraiment prendre la bête ou la carcasse et la détailler en morceaux de viande. Donc, on va acheter sa côte de bœuf chez son boucher. Mais tout ce qui va être travaillé, tout ce qui va être viande travaillée, donc tout ce qui va être saucisse, saucisson, pâté, terrine, pâté en croûte, etc., ça va être chez le charcutier. Et ce qui s'est passé dans les années précédentes, c'est que les charcutiers ont un peu laissé ce métier et du coup, les bouchers l'ont beaucoup repris. Et c'est pour ça qu'on a tendance à confondre les deux. Donc, c'est pas du tout pareil. Nous, on travaille vraiment sur la viande. Si on me donne une carcasse de bœuf, je sais pas quoi en faire, honnêtement. Je travaille uniquement le porc. Et après, on travaille évidemment la volaille, le lapin également. Mais voilà, donc la charcuterie, c'est ça, c'est tout ce qui va être viande travaillée. Et ma spécialité, pour le coup, c'est le pâté en croûte. Donc c'est vraiment là-dessus que je maxe et que j'axe mon projet. Juste, on va revenir bien sûr sur le pâté en croûte, mais pourquoi avoir opté pour ce CAP-là ? Je suis tombée dans une espèce de passion de la charcuterie dès petite, puisque je suis d'origine savoyarde et corse. Donc j'ai mangé des pieds de cochon quand j'étais toute petite, le saucisson corse. On voilà. Il est 10h moins 10. C'est ça, et on parle de saucisson. Quand même. Mais oui. Et en fait, le pâté en croûte, j'adorais ça de base, donc j'aime en manger. À l'origine. Et en fait, j'allais pendant le confinement chez mon charcutier. Je lui achetais toujours du pâté en croûte. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même essayer de le faire. J'ai le temps de le faire. Allons-y, tentons l'expérience. Et en fait, quand je lui ai demandé des conseils de fabrication, il m'a un peu rionné. Et il m'a dit, ah non, je sais pas le faire, c'est trop compliqué, moi je l'achète. Et en plus, ça prend trop de temps. Et en fait, j'ai vu un challenge qui est un peu devenu une passion, voire une obsession. J'adore l'évolution des mots. Vraiment. C'est vraiment devenu une obsession. Enfin, je pleurais devant mon four quand il s'ouvrait à la cuisson. Enfin, c'était n'importe quoi au début. Et je me suis dit, quelle est la meilleure façon d'apprendre à faire ce produit ? Eh ben, c'est un CAP charcuterie. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu lâché mon métier de responsable événementiel à l'époque et que je suis partie faire un CAP charcuterie. Et en fait, CAP charcuterie, c'est aussi traiteur. Donc on a toute la partie traiteur, donc tout ce qui va être pièces cocktail. Et on travaille aussi les plats, les entrées et les desserts. Donc c'est un CAP que je trouve le plus complet en fait, en termes de cuisine. Super. Merci beaucoup Manon. Aurélia, oui. Alors parle-nous de After All. C'est quoi After All ? C'est quoi cette agence dont on doit absolument parler ? After All, c'est le résultat de 8 années malheureusement catastrophiques dans 2 autres centres de formation, puisque du coup c'est une agence de formation et en fait voilà, j'ai vécu 8 années un petit peu d'horreur dans 2 autres centres et à un moment donné je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Historiquement je suis formatrice en hygiène et sécurité alimentaire pour l'hôtellerie-restauration, mais aussi pour tous les métiers de bouche. Donc, du coup, ça fait un peu sens, tout ça, effectivement. Et puis, j'ai évolué. On a travaillé avec mon associé pour ouvrir une agence qui soit vraiment ciblée sur le secteur, mais avec toute thématique de formation, des formations réglementaires, donc tout ce qui va être hygiène, allergène, permis d'exploitation, habilitation électrique, et puis des formations un petit peu plus sexy, qui sont des thématiques métiers, autour du bartending, de la mixologie, du café aussi, du vin, voilà, de la pâtisserie et du stacking. Voilà, pour faire simple. On existe depuis 2014. On est situé donc à Fontenay-sous-Bois depuis là. Et puis aujourd'hui, on a du coup une moyenne de 400 à 500 apprenants chaque année qui suivent nos formations, qui sont du coup dédiés aux salariés et aux dirigeants du secteur. Super, mais je suis en train de me dire, pourquoi il n'y a pas une formation oléologie ? Alors, ça serait top. Pour l'instant, malheureusement, on est tributaire des demandes du gouvernement. Donc, c'est eux qui nous imposent les axes de travail. Cécile, il faut aller au gouvernement. Voilà, il faut aller se plaindre là-haut. C'est en cours. On a essayé, sur le dernier appel d'offres, de positionner des formations un petit peu hors du cadre. Bon, elles ne sont pas passées. Alors, donne-nous, par exemple, tu me disais que là, tu es en train de remplir des projets d'appel. Qu'est-ce que c'est, là, le dernier que tu as rempli comme Le dossier. dernier, donc c'est pour un autre organisme qui s'appelle Ocapiat et qui est dédié sur tous les métiers de l'agriculture, de la pêche. Voilà, on étend vraiment l'activité puisque, comme je vous l'ai dit, de base, je suis formatrice hygiène, tout corps de métier. Donc ça faisait sens, voilà, d'étendre un petit peu l'activité. Ok, merci Aurélia. Cécile. Oui. Alors, l'huile d'olive, la passion, l'or liquide, la culture. Nous, on utilise... Alors, nous,
dégustateur, cuisinier, personne lambda, l'huile d'olive. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop savoir ce qu'on prend. Quel conseil tu donnerais justement pour bien choisir l'huile d'olive? Alors j'ai eu la chance, je précise, petite parenthèse, d'avoir fait avec toi, il n'y a pas très longtemps, un atelier de dégustation d'huile d'olive avec quelques personnes de mon réseau et c'était fascinant. C'était passionnant. Donc, tu nous as donné plein de clés. Est-ce que tu peux donner quelques clés ici oui. à mes auditeurs? Alors, déjà, par rapport au produit en tant que tel, il faut savoir qu'il n'y a pas une huile d'olive, mais des huiles d'olive. Comme il n'y a pas un vin, mais des vins. Donc, on a des fruités. On a 3 fruités en France. Le fruité goût à l'ancienne, olive maturée, le fruité mûr, le fruité vert. Et ensuite, on a des variétés d'olives. On en a dans le monde entre 1600 et 2000 variétés d'olives. Donc, entre le fruité, donc ça correspond plutôt au moment de la récolte. Pour le fruité vert, plutôt en sous-maturité, début octobre, on va dire. Ensuite, le fruité mûr, c'est un peu plus tard, en fin d'année. Et ensuite, on a le goût à l'ancienne olive maturée, qui est un autre process. C'est un process de fermentation des olives avant d'extraire le jus. Donc, c'est un 3e fruité qu'on va retrouver en France. C'est un peu une spécificité française et qui est excellent. Il y a très peu de producteurs qui le font, mais ils le font très bien en France. Donc voilà, on a ces 3 fruités, on a toutes ces variétés. Donc on a une complexité aromatique dans l'huile d'olive, comme on peut avoir dans le vin. Je compare souvent au vin parce que c'est vraiment la même chose. Donc par rapport au choix, effectivement, faut goûter parce que c'est pas facile de trouver des huiles très très aromatiques en supermarché. On va avoir, c'est toujours un peu des huiles un peu calibrées, standardisées. C'est souvent des assemblages, enfin plutôt des mélanges d'huiles qui peuvent venir du monde entier, ou d'un pays ou d'une région, mais en tout cas, c'est souvent des mélanges. Il faut être curieux, donc faut pas hésiter à aller dans peut-être les magasins spécialisés parce que ils vous font goûter. Ils peuvent vous faire goûter des variétés, des fruités différents. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez repartir avec des petites... Est-ce qu'ils ont des graissins aussi, comme toi, tu avais? Oui. Alors la dégustation, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, bien effectivement, sûr. Je me suis formée à l'oléologie. L'huile d'olive se déguste au verre, comme ça, cru, donc comme le vin. Donc on va découvrir les arômes au nez, en olfaction directe ou en rétro-olfaction quand on aura mis l'huile dans la bouche. Et on va essayer de trouver ces arômes qui peuvent aller de l'herbe coupée au poivron, à l'eucalyptus pour le fruité vert, aux fruits secs, amandes, abricots pour le fruité mûr, et puis vraiment des arômes de champignons, de sous-bois, de réglisse, de cacao pour le fruité goût à l'ancienne. Donc vous voyez, on peut vraiment avoir... C'était scotchant. Non, oui, c'était très scotchant. Et c'est ça que j'aime montrer en fait dans ces dégustations. Donc ça, c'est vrai qu'on peut le découvrir vraiment avec le produit accru comme ça en dégustation au verre. Je sais plus pourquoi. Alors, comment choisir? Et voilà. Donc on a déjà tout ça, tout ce produit. Et puis ensuite, effectivement, alors c'est pas toujours marqué sur la bouteille les fruités, les arômes. Donc, il faut tester, il faut goûter parce que il y a plein d'huile d'olive, mais après, c'est en fonction de son goût et de l'utilité qu'on va avoir pour mettre dans un plat. Parce qu'il faut savoir que si vous prenez un houmous, le même houmous, vous mettez un fruité vert ou un fruité goût à l'ancienne, votre houmous n'aura pas du tout les mêmes saveurs. Ça ne va pas apporter les mêmes saveurs parce qu'il y a aussi l'amertume qui va intervenir, l'ardence, le piquant en gorge. Donc voilà, chaque huile peut donner une saveur à un plat. Donc ça, c'était plutôt l'huile. Et ensuite, il y a le contenant. Donc, toujours préféré des bouteilles sombres, parce que l'huile d'olive, ses ennemis, c'est la lumière, la chaleur et l'air. Donc, plutôt des bouteilles entre 250 millilitres, 1 litre, sombres, ou des petites boîtes en inox. Le meilleur contenant, c'est le cubi, le bag-in-box, parce qu'il n'y a pas d'air dans la poche. Voilà, c'est moins glamour, mais voilà, c'est souvent un peu moins cher au litre. Voilà, le contenant est très important dans l'huile d'olive pour la conserver, parce que l'huile d'olive, ce n'est pas comme le vin, ça ne se bonifie pas avec le temps. On ne garde pas une huile d'olive, on la consomme le plus rapidement proche de la récolte. On la consomme le mieux possible. Exactement. Exactement. Avec tes conseils. Merci beaucoup. Alors, on parle de saveur. Du coup, Manon, ton obsession, /passion, /amour pour le pâté en croûte. Là encore, ça vient d'où? Quelle est la recette de base? Là, je fais 3 questions en une parce que je suis comme ça. Allons-y. Donc, ton amour pour le pâté en croûte, ça vient d'où? La recette de base et puis évidemment ton expérience de vice-championne. Mon amour pour le pâté en croûte, c'est une très bonne question. Je crois que ça vient depuis toujours. J'aime manger en fait. Donc globalement. Mais tu aurais pu partir sur des pâtisseries par exemple. C'est vrai. En fait, je trouvais que les pâtisseries, c'était trop simple. Enfin, trop simple. C'était trop vu et revu. Et j'avais envie de partir dans quelque chose que les gens faisaient beaucoup moins. J'ai un côté un petit peu effronté et provocatrice. Et je me suis dit, si je dis que je suis charcutière, ça va être plus cool que si je dis que je suis pâtissière. Ouais.
Donc, Là, tu brises les codes, clairement. Voilà. Et quand je dis que je suis charcutière, en général, on se marre. Et les gens ne me croient pas. Ouais. Et me demandent mon vrai métier. Donc, c'est assez drôle. Donc, je pense que c'est pour ça. Il y a un petit côté provocateur. Donc, ça vient de là, du coup, du fait que j'aime le manger. La deuxième question, on était sur la recette de base. Ouais. Si tu as le droit. Oui, pas de problème. Parce que je l'ai vu sur tes réseaux, sur ton site. Le pâté en croûte, il faut savoir qu'en fait, c'est un produit de pâtissier à la base, puisque c'est la pâte. Et en fait, pâté, d'ailleurs, c'est assez drôle. Ça veut déjà dire... pâté, ça représente déjà la pâte autour de la viande. Donc finalement, pâté en croûte, c'est presque un pléonasme. Et en fait, c'est un produit qui vient du Moyen-Âge. Donc on utilisait la croûte, pas pour la manger. C'était pas destiné à être mangé, c'était juste pour conserver et cuire la viande. Ou le poisson. Donc ça existe depuis très très longtemps et en fait ça a été détourné ensuite pour rendre ce produit qu'on connaît aujourd'hui qui est dans les plus grands restaurants maintenant. Et donc la recette de base, je pense que c'est une farce de porc et beaucoup utilisent des pistaches. Voilà, mais j'essaye de décliner ça du mieux que je peux avec des recettes que je tire de voyage parce que j'ai beaucoup voyagé dans mon ancien métier. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Donc ça me permet de prendre des recettes qui sortent un peu de l'ordinaire. Des recettes du monde, des recettes végétariennes, des recettes au poisson. J'essaye de faire des créations culinaires un peu différentes de ce qu'on peut voir partout. Voilà. Très bien. Et alors, ton expérience de vice-championne? Et la dernière question. Comment on est venu? C'est toi qui as candidaté, on est venu te chercher. C'était où? C'était quand exactement? Alors, c'était en avril l'année dernière, du coup. Avril 2022, c'était un concours pour les apprentis et les amateurs. À l'époque, j'étais en apprentissage, du coup, pour mon CAP charcuterie au CEPROC. Et en fait, c'était organisé par le groupe hôtelier Les Collectionneurs, avec la page Instagram Pâté Croûte France. Il faut savoir qu'il y a une page Instagram dédiée à ce produit. Est-ce qu'il y a même une peluche? Mais oui, il y a une peluche. Jean Croûte. Jean Croûte. Et elle est trop mignonne. Oui, je la veux pour ma fille. Et quand j'ai démarré cette aventure de pâté en croûte, du coup, l'année d'avant, en 2021, je savais même pas qu'il y avait un engouement comme ça autour de ce produit. Et je l'ai découvert. J'ai découvert qu'il y avait des concours. Il y a même un concours international que les Japonais gagnent depuis 3 ans, il me semble. Enfin, improbable. Donc, il y a vraiment un engouement autour de ce produit. Et c'est très drôle de le voir. Donc, en fait, j'ai démarré un compte Instagram pour faire rire un peu les gens. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était un produit sur lequel les gens portaient de l'intérêt. Donc c'était assez drôle. Et cette expérience de championnat, c'était hyper intéressant de se comparer aux autres, de se challenger. Déjà, c'était un gros challenge parce que je supporte assez mal le stress, ce qui est drôle quand on décide d'entreprendre quand même. Et j'ai décidé de faire une recette vraiment quasiment essentiellement avec des produits d'Île-de-France. Donc avec de l'agneau d'Île-de-France, avec du cresson de Méréville, avec des carottes que je suis allée chercher dans le 78. Enfin, j'ai vraiment cherché à faire une recette printanière et parisienne au maximum. Voilà. Et je suis arrivée 2e, du coup. Qui était le premier? C'était des amateurs. Mais de quel pays? Eh oui, dans des Français. C'est vrai que c'était français. Quelle région? C'était des Parisiens, des ingénieurs. Ok. Ouais. Donc j'imagine que tu connais Emeline? Oui. Aubry, tout à fait. Elle a candidaté pour le championnat monde. Du monde. Ouais, elle est arrivée 4e, il me semble. D'accord. Ouais, elle fait du super produit. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ouais. Ok, super. Et bravo. Merci. Bravo, en tout cas. Aurélia, alors justement, on parlait un petit peu en off tout à l'heure du management et du recrutement. Quels sont les critères principaux pour recruter des bons éléments dans ton équipe de formateurs? Le partage des valeurs, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça va avec le savoir-être. Je pense que c'est vraiment la première chose. J'ai recruté des gens qui n'avaient pas du tout d'expérience dans le secteur de la formation. Ça m'a pas gênée, puisque vraiment c'est vraiment le savoir-être et la motivation que je regarde en premier, et puis effectivement donc les valeurs. Après, il faut savoir s'adapter parce que on est face à un public d'hôteliers, restaurateurs, pâtissiers, boulangers, donc qui courent après le temps. Je pense que tu sais de quoi il s'agit. Pas du tout. Du coup, il faut s'adapter en toutes circonstances, être capable de répondre à 22h s'il faut répondre à 22h, répondre à 6 s'il faut répondre à 6, parce que voilà, on est vraiment une entreprise d'accompagnement et de proximité. Donc, il faut accepter ça. Et je dirais la passion aussi. Alors, c'est pas parce que voilà, c'est la thématique du podcast, mais c'est vraiment... c'est la thématique du podcast. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est des métiers qui sont passionnants, et en fait, pour interagir avec eux, il faut être passionné. Si on les considère comme des numéros, ils vont faire appel à vous une année, mais
mais ils se rappelleront pas l'année d'après. Donc voilà, c'est ces 3 qualités-là. Et du coup, tu arrives à t'entourer de gens qui te ressemblent sans trop de problèmes? Je cherche pas forcément des gens qui me ressemblent parce qui ont ces valeurs-là. Tu galères ou ça vient relativement facilement? Non, c'est compliqué le recrutement, mais c'est compliqué sur beaucoup de secteurs maintenant, donc je vais pas me plaindre moi spécifiquement. C'est pas forcément quelque chose qui est compliqué, il faut juste de la patience en fait, et prendre le temps de bien préparer son recrutement, recevoir un maximum de personnes, donner sa chance à tout le monde, et puis surtout être hyper rigoureux dans le recrutement. Il faut vraiment suivre une ligne de conduite directrice. Après, il faut laisser faire le feeling aussi, mais un bon recrutement, c'est vraiment prendre le temps de le structurer et prendre le temps de le faire, pas prendre la première personne qui se présente. Pour remplir un carnet de commandes. Ouais, c'est vraiment pas le but. Ok. Et donc du coup, quelles sont pour toi les 3 qualités pour être un très bon formateur? La pédagogie, parce que même si je pense que ça peut s'apprendre, il y a quand même une souche interne, je pense, pour ça. L'adaptabilité aussi, pour pouvoir répondre à toutes les attentes des stagiaires et aussi se mettre à chaque niveau. Ça, c'est très, très compliqué. Et la rigueur, parce qu'aujourd'hui, on est encadré par un magnifique référentiel qui s'appelle Calliope. Et concrètement, aujourd'hui, l'à peu près n'a plus sa place. Donc voilà, la rigueur. Comment on fait justement pour être référencé Calliope? C'est assez... je crois que tu es la première formatrice que je reçois. Ah, ok. Donc, donne-nous des tips. C'est assez complexe et en même temps assez logique. Calliope, c'est un référentiel qui comporte plus de... Non, je m'excuse. Il y a Olivier Candotti-Besson qui est formateur. Ah, il est passé aussi. Oui, trop bien. Oui. Trop bien. J'échange beaucoup avec Olivier, surtout sur mes recettes de pâtisserie le week-end. Olivier, si tu nous écoutes, bonjour d'ailleurs. Il nous écoutera. Calliope, c'est plus de 20 critères qui se composent eux-mêmes de sous-critères reliés à différents aspects réglementaires. Donc, on a tout ce qui est déjà réglementation à respecter vis-à-vis de l'organisme de formation, puisqu'on est très, très encadré en termes de réglementation. Après, on a des sujets sur le handicap, on a des sujets sur justement l'adaptation des cours en fonction des publics et du niveau de chaque participant. On a aussi tout ce qui est commercialisation, donc toutes les techniques de commercialisation et d'accompagnement des besoins des entreprises et la réponse qu'on fournit. On a aussi une structure sur les programmes de formation. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit s'assurer que les objectifs opérationnels et pédagogiques sont atteints. Donc, on doit prouver qu'on a bien fait notre travail en évaluant le stagiaire avant qu'il entame sa formation et s'assurer du coup qu'il a atteint ses objectifs en fin de formation. Donc, c'est beaucoup de remise en question. En fait, Calliope, c'est quelque chose d'extrêmement logique. Je pense que ça devrait être applicable à beaucoup d'activités, dans le sens où finalement, tu as juste à prouver que tu fais correctement ton travail. C'est ça. C'est dingue, hein, mais pour le coup, c'est un bon canevas à suivre pour bien se structurer. Et nous, ça nous a appris beaucoup de choses. Donc en fait, tu as préparé une sorte de dossier, des fichiers que tu as envoyés. Non, c'est plus comme le Datadoc. Maintenant, les auditeurs, nous, le premier audit était en distanciel. En fait, on balaye chaque critère et en face de chaque critère, on doit envoyer un ou plusieurs éléments de preuve. Voilà. Et ça se fait en live. Et après, tu obtiens une sorte d'accréditation ? Ouais, une certification. Qui est valable donc, pour la première 1 an et demi, puisque là, je passe mon audit de surveillance le 3 août. Donc, pour vérifier que tu es toujours dans la même ligne. Exactement, et qu'on n'a pas raconté de grosses bêtises sur le premier audit. Et tu le seras. Écoute, j'espère. Le référentiel a changé il y a quelques semaines, là, donc du coup, je me suis un peu penchée dessus. Tu t'es adaptée ? Tu as dit qu'il fallait s'adapter. On s'adapte. Mais à côté de ça, il y a la réalité de l'activité aussi qui fait que le temps défile et on se rend compte que les semaines défilent à une vitesse de dingue. C'est ça, exactement. Merci Aurélia. Je t'en prie. Cécile, justement, on parlait de pédagogie. Donc pédagogie, toi tu fais des ateliers, donc tu enseignes, tu apprends. Comment justement tu construis tes ateliers sous le prisme d'une analyse sensorielle. C'est-à-dire là, tu as expliqué qu'il y avait des goûts qui sortaient, il y avait l'olfaction, la rétro-olfaction, il y a aussi le visuel que tu ne veux pas tronquer avec des verres bleus, parce que des verres bleus sont bleus. Comment ça marche en fait, tes différentes projections ? Déjà, pour expliquer un peu, moi j'ai voulu en savoir plus sur l'huile d'olive, donc je me suis formée à l'oléologie effectivement. À partir de 2016, j'ai fait des formations en France et en Espagne pour apprendre la dégustation d'huile d'olive, l'oléologie. Et en fait, j'ai eu le diplôme à l'université de Jaén, en Andalousie,
À la base, c'était vraiment pour améliorer mon huile d'olive que je faisais cette formation parce que voilà, j'avais pas vraiment de background sur ce produit. Les voisins, tradition n'est pas toujours raison, ils faisaient pas toujours très bien sur le livret. La dégustation, ils s'y intéressaient pas beaucoup. Bon, bref, j'ai voulu en savoir plus pour améliorer mon huile, donc j'ai fait toutes ces formations, le diplôme. Et en fait, durant ce diplôme à l'université, j'ai tellement appris sur ce produit. Je me suis dit, mais ce produit est passionnant. On l'utilise tous les jours. On l'aime, il y a vraiment un capital sympathie sur l'huile d'olive, mais en fait, on ne le connaît pas. Puis on l'utilise mal surtout. On l'utilise mal. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de parler de ce produit comme un onologue avec le vin, qui va faire découvrir des vins. Moi, je voudrais montrer qu'il n'y a pas, effectivement, comme je disais tout à l'heure, une huile d'olive, mais des huiles d'olive avec des fruités, des variétés différents, des process différents. Donc, j'ai décidé de faire des formations pour les particuliers qui veulent en savoir plus. Donc là, c'est vraiment des curieux. J'en ai à peu près 2 fois par semaine, des personnes qui s'inscrivent à mes dégustations pour en savoir plus sur l'huile d'olive, sur la diversité, la complexité aromatique. J'explique aussi un peu comment on produit de l'huile d'olive de l'arbre à la bouteille. J'explique ce que veut dire extra vierge, extraction à froid, les apports pour la santé, comment la choisir, la conserver. Voilà, ça c'est la petite partie. Avant la dégustation, tu me demandais, Virginie, comment on arrive là. Il faut connaître tout ça. Bien sûr, pour le transmettre. Tout le process, exactement, et comprendre pourquoi un fruité vert a ses notes herbacées, pourquoi il a cette amertume et cette ardence. Il y a une raison. Voilà, donc durant mes formations, j'explique tout ça un peu, toutes les infos importantes à savoir, pour pouvoir ensuite bien déguster. Et là, effectivement, le process organoleptique, ça se passe en 2 phases, en fait. Alors, la phase, effectivement, visuelle, on ne l'a pas dans l'huile d'olive. Les verres sont bleus, les verres professionnels de dégustation sont bleus. C'est un bleu clin, très beau. Parce qu'en fait, la couleur de l'huile d'olive ne rentre pas dans un jugement sur la qualité d'une huile d'olive. Donc, on n'a que 2 phases. La phase olfactive, olfaction directe. Donc là, on peut trouver... comme je disais tout à l'heure, des notes à la fois fraîches, de fruits frais, de légumes, d'épices, d'herbes aromatiques, mais on peut avoir aussi du fruit sec, du fruit un peu confit, des fruits rouges, des légumes, enfin... Voilà. Et puis jusqu'au fruité, effectivement, goût à l'ancienne, où là, on a vraiment des notes beaucoup plus confites, chaudes, un peu sucrées, ces notes de réglisse, un peu de bonbons, de champignons. Enfin, voilà, on a des notes assez surprenantes. Donc, voilà, on a ces 2 phases. Et c'est ça qui est sympa dans ces ateliers, parce que c'est très sensoriel. C'est-à-dire que les gens sentent et ne pensent pas, avec un produit où il n'y a que de l'olive, découvrir autant d'arômes. C'est aussi similaire au vin, et en bouche, alors là, c'est plus surprenant. On a plus l'habitude, en fait, de se pencher, de se concentrer sur le vin. Exactement. On l'a tous fait. Oui, tout à fait. À table, voilà. L'huile d'olive, c'est toujours mélangé. Bien sûr. S'il y a quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Donc, je sais que les 15 personnes qui étaient avec nous, dès qu'on l'a mis dans la gorge, on s'est tous regardés en disant, bon, oui, c'est gras, bien sûr. Et puis après, on a oublié que c'était gras et on s'est penché vraiment sur le liquide en lui-même. Exactement. C'était génial. Exactement. En bouche, on peut avoir des arômes très, très différents. Puis on va avoir, en fait, il faut savoir que dans l'huile d'olive, il y a 3 attributs positifs. C'est le fruité, c'est toutes ces sensations aromatiques, cette complexité aromatique que vous allez avoir en bouche. Et effectivement, une huile d'olive intéressante, c'est une huile d'olive qui est très complexe. Si elle n'a que de la pomme verte, elle n'est pas très intéressante. Si elle a pomme verte, fenouil, eucalyptus, herbe coupée, pied de tomate, là, on a une complexité. Donc on a ce fruité. Puis après, en bouche, effectivement, on a l'amertume, qui est la seule saveur fondamentale dans l'huile d'olive. On n'a pas les autres. L'amertume, et on a la fameuse ardence. Moi, j'adore ce mot. C'est un mot spécifique à l'huile d'olive. C'est le piquant que vous pouvez avoir en bouche. Donc, on peut dire piquant aussi, mais moi, j'aime bien utiliser ce mot ardence. Et ça, cette ardence, cette amertume et ce fruité, donc, c'est comment on peut juger une huile d'olive, c'est avec ces 3 attributs positifs. Je peux me permettre du coup de te poser une question. Est-ce que c'est comme le vin où du coup chaque année tu as des millésimes et où elles peuvent évoluer, ou on est plutôt statique en termes de profil aromatique? Alors, elles évoluent tous les ans. Alors déjà, ça ne se garde pas. Donc vraiment, plus tôt on va la consommer proche de la récolte, mieux c'est. Moi, je fais des jus différents tous les ans.
vraiment différents. Ce sont les mêmes arbres, ce sont les mêmes variétés, mais en fonction du moment exact de la récolte, du taux de pluviométrie, de l'ensoleillement, on retrouve la variété au niveau sensation en bouche, mais elles sont plus ou moins amères et piquantes, sont plus ou moins aromatiques. Voilà, elles sont vraiment différentes. C'est pour ça que moi, avec ma marque, donc c'est Kova Fumada, mon huile d'olive s'appelle comme ça, tous les ans, on change les étiquettes. Sur les bouteilles. Donc, c'est compliqué au niveau com et marketing parce que les gens me demandent l'huile de l'année avec les fleurs d'immortel, enfin bref. Mais c'est pour montrer aussi que voilà, on n'est pas dans le standardisé. C'est pas des huiles qu'on va retrouver, des arômes qu'on va retrouver systématiquement tous les ans. Voilà, on a des huiles différentes tous les ans et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce produit. C'est un produit vivant. Voilà. Et merci. Tu parlais de capital sympathie. Oui. Quid du capital santé? Alors, on sait, c'est un produit qui est très bon pour la santé, l'huile d'olive, parce qu'elle a ces fameux composés phénoliques. L'amertume et l'ardence que vous avez en bouche, c'est preuve de composés phénoliques. Ces composés phénoliques, on va les avoir vraiment plutôt dans des fruités verts. Quand l'olive est récoltée en sous-maturité, quand l'olive est en verte ou en véraison, on aura ces composés phénoliques. Ensuite, elle a des vitamines et des oméga. Elle a pas mal d'oméga 9, 6. Elle a très peu d'oméga 3. On conseille souvent d'utiliser une autre huile pour apporter les oméga 3 que manque l'huile d'olive. Effectivement, on préconise de l'utiliser, d'en consommer 2-3 cuillères à soupe par jour. Faut savoir que les Grecs, le fameux régime crétois grec, ils consomment plus de 20 litres par habitant et par an. Nous, en France, on a 1,5 litre par habitant et par an. Bon, c'est une moyenne. Je peux t'assurer que je suis beaucoup plus. Moi aussi, c'est plutôt ma consommation au mois. Mais c'est une moyenne en France, parce que bien sûr, on utilise de plus en plus, cela dit, de l'huile d'olive dans le nord de la France, mais c'est vrai que c'est une moyenne par rapport au sud. Donc, l'intérêt de l'huile d'olive, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le vieillissement. Voilà, et puis bien d'autres, Bien d'autres études ont montré l'intérêt de consommer cette huile d'olive par rapport à d'autres huiles végétales. Merci Cécile. Est-ce qu'on perd des nutriments à la cuisson? Oui. Très bonne question. Alors, la cuisson, bien sûr, on peut utiliser l'huile en cuisson et bien sûr, on peut frire avec de l'huile d'olive. Il y a pas mal d'a priori sur l'huile d'olive. On peut frire avec l'huile d'olive. Son point de fumée est de 190-200 degrés, donc qui n'est pas si mal. Après, c'est vrai que vous allez perdre en arôme en la chauffant. Plus vous la chauffez, plus vous perdez en arôme. Voilà, c'est moins le plus intéressant quand on cuit un produit, c'est de rajouter un filet d'huile d'olive accrue à la fin. Donc moi, j'aime bien sur les légumes d'hiver au four, les panés, patates douces, courges. Effectivement, mettre de l'huile d'olive pour la cuisson, mais après, rajouter un filet d'huile. Ou sur une papillote de poisson. Oui, sur une pomme de terre. Enfin, voilà, ça, c'est fabuleux. Après, il y a des études qui montrent que quand même, tous ces composés phénoliques, vitamines, se retrouvent dans l'aliment si vous ne chauffez pas trop. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire, moi, je mets une mauvaise huile en cuisson et je garde une bonne accrue. Si vous avez les moyens d'avoir une bonne huile extra vierge en cuisson, qui est riche de composés phénoliques, c'est intéressant de l'utiliser en cuisson aussi. Okay, merci. Donc l'huile de friture, par exemple, possible ou pas? Mais bien sûr. Pour des beignets. Mais bien sûr, au contraire. Fleurs de courgettes, par exemple. Au contraire, au contraire. Okay. Super, très bien. Manon, comment sources-tu justement tes produits carnés pour réaliser tes créations? Aujourd'hui, j'utilise uniquement de la viande française et au maximum des produits que je vais trouver par ici, au maximum en label rouge. Label rouge, bleu blanc cœur aussi, chez des grossistes aujourd'hui, parce que j'ai pas les quantités nécessaires pour acheter directement aux producteurs. Mais à partir de la fin de l'année, j'ouvre enfin mon laboratoire. Super. Pour produire pour les professionnels. Génial. Où ça? Ouais. Tu l'as déjà? Ouais. J'espère, je croise les doigts. Là, je suis sur la fin du process. Ce sera où, à Paris? Dans le 92, d'accord. À Courbevoie. Super. Donc pas très loin. Et du coup, pour les restaurateurs, les épiceries fines, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs. Et là, je vais pouvoir enfin travailler comme j'ai envie de travailler, en direct avec les producteurs et les éleveurs. Et ça va être beaucoup plus intéressant, parce que c'est eux qui ont les meilleurs conseils pour travailler le produit. Et donc là, l'idée, j'ai déjà les contacts des producteurs et des éleveurs dans le Perche, en Normandie, en Touraine et en Île-de-France. Donc j'ai hâte, vraiment. Là, je vais les rencontrer dans les semaines à venir. Donc ça va être sympa. Super. Et est-ce que tu peux nous donner ta création la plus originale de pâté en croûte, qui est signature Manon?
ou Nonam. Parce que c'est le nom. C'est ça. De ton... Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris Manon à l'envers. Mais j'ai mis du temps à comprendre, en fait. J'ai mis du temps, je dis Nonam, c'est joli, ok. Ah, mais c'est Manon à l'envers, ok. C'est ça. Ça peut se lire comme ça ou ça peut se lire No Name. Parce qu'en vérité, j'étais plus là-dessus. Ouais. J'ai tellement galéré à trouver le nom que je me suis dit, si les gens le lisent comme ça, c'est bien. Mais regardez son logo qui est très, très, très joli. Le pâté qui fait un peu maison aussi, c'est très joli. Merci beaucoup. Donc, ta création la plus originale, l'association la plus dingue. L'association la plus dingue, waouh. Je pense que c'est celui que j'ai fait pour le concours, qui m'a pris au moins une semaine juste de mise en place avant d'assembler le produit. Parce qu'il y avait un boudin blanc au cresson. Et puis en plus, je suis allée chercher chaque produit chez le producteur à chaque fois en Ile-de-France. Donc on a des jolies productions et maraîchers en Ile-de-France. Mais l'Ile-de-France est immense. Donc je pense que j'ai passé plus d'heures en voiture que dans ma cuisine. Mais oui, un boudin de cresson de Méréville, des riz d'agneau, de l'agneau de 7 heures, des carottes de la maison Paulmier dans le 78, un vinaigre pommerie aussi, ceux qui font la moutarde de Meaux. Enfin voilà, je pense que c'est celle-là. Le vinaigre, tu l'as utilisé pour quoi alors ? Le vinaigre pour les riz. J'ai fait mariner mes riz d'agneau dedans. Voilà, c'était intéressant. Et voilà, je pense que c'est celle-là ma création la plus originale. Mais après, comme je m'inspire... Redis-nous l'intitulé de ton pâté en croûte là, qui a gagné le vice... Printemps parisien. Printemps parisien. Et donc c'est l'intérieur, quels étaient les ingrédients ? Du coup, au centre, on avait un boudin au cresson de Méréville. Et après, de l'agneau de 7 heures, du gigot d'agneau de 7 heures Île-de-France, des riz d'agneau également, des carottes que j'ai fait rôtir dans un miel du 91. Ça y est, j'ai faim. J'adore. De toute façon, dans le podcast, à chaque fois, il y a un truc de recette qui nous donne faim. Et une farce de porc que j'ai fait mariner avec un chardonnay qui est fait dans le 92 à Courbevoie. C'est un chai qui est à Courbevoie. Ah ouais ? Ouais. Ça s'appelle le pif à papa. Oh. Et je les aime beaucoup. Je fais des invités. Moi, je trouve inadmissible qu'on n'ait pas une dégustation là maintenant. Justement, j'en ai amené. Ah là là, les mais on va peut-être attendre parce qu'il est 10h, je crois. Donc, il est 10h20. Mais quand vous voulez. Mais on le fera dans la deuxième partie qui va bientôt commencer. Merci beaucoup, Manon. Alors, vous avez un petit sachet qui est là. Je vous invite à prendre 4 petits tickets. On ne regarde pas, évidemment. Non, vous regardez pas. Bon, là, c'est la fin de l'émission, enfin la fin de la saison, donc il commence à être un petit peu... 4, hein. Ouais, 4. Un petit peu plié, surplié, replié. Ils sont pas très, très pliés, quand même. Ah, les gens prennent toujours les mêmes, alors. Donc, 4. Ce sont des questions fermées. Donc, Aurélia, tu les lis, et puis tu me dis ce que ça t'évoque. Béarnaise ou mayonnaise, c'est difficile. Je vais choisir la mayonnaise pour toutes les déclinaisons qui sont possibles. Pomme ou poire, poire, sans hésitation. Cru, cuite Tout, partout. En salé, en sucré, c'est génial comme fruit. Okay. Houmous ou guacamole, houmous, définitivement. J'adore ça. Et plus il respecte la recette traditionnelle, mieux c'est. Et terrine ou rillettes. Ah bah Aïe, 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 aïe. Je voulais que ce soit elle qui tombe dessus. Je te la donne si tu veux. C'est difficile, ça, comme choix. Pour le coup, je dirais pâté en croûte. Vraiment, parce que j'ai une vraie passion pour le pâté en croûte, à tel point que j'évite d'en acheter, parce que si je tombe dedans, c'est fini. Mais c'est horrible. Je pense que c'est au-dessus du chocolat encore. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, du pâté en croûte de Véro, de la maison Véro ? Tu le connais ? Je le connais, oui, bien sûr. Non, je trouve qu'ils font des choses très intéressantes. Je trouve la pâte un peu épaisse, pour moi, mais après... Parce que c'est le risque aussi, ça. Ouais, c'est très compliqué. En vérité, ouais. En fait, c'est difficile parce qu'il faut trouver le juste milieu entre une bonne dose de pâte... Qui encadre, en fait. Qui encadre bien et qu'on en a un morceau à chaque fois qu'on prend un morceau de viande. Et en même temps, si on a une pâte trop épaisse, elle va mal cuire à la cuisson. Mais la viande va être trop cuite derrière. Enfin, c'est un produit pas simple à maîtriser. Combien de temps de cuisson et quel degré ? Ça va dépendre de la taille du pâté en croûte, forcément. Moi, je travaille sur des petits formats, donc qui vont cuire en 30 minutes. Mais si on travaille sur du plus gros format, ça peut aller de 1h à 1h30 environ. Et après, on me préconise de monter jusqu'à 65 degrés à cœur, donc avec une sonde de cuisson. Mais je sais qu'il y en a qui le montent jusqu'à 70, voire 72 à cœur. Ça va dépendre aussi des viandes, forcément, puisque toutes les viandes n'ont pas la même température de cuisson à cœur. Ça va être plus ou moins sec. Je sais que le canard, il me semble, cuit. Il y a besoin de moins de cuisson que du porc, par exemple, ou du poulet.
Et tu cuis à la sonde, du coup ? Ouais, c'est ça. Au départ, non, puisque c'est pour vraiment saisir la pâte. Donc, on va pousser le four hyper fort. On va cuire ça très fort. Et puis après, on va baisser. Et ensuite, là, on peut mettre la sonde pour cuire jusqu'à la bonne température à cœur, selon les viandes ou le poisson qu'on a dedans, en fait. Ok. Du coup, Aurélien, on a fait les 4 ? Oui, on a fait les 4. Cécile ? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Coquillettes ou spaghettis ? Alors, je pense clairement coquillettes. Retour à l'enfance. J'adore. Ça nous arrive de temps en temps en famille de faire cette fameuse recette, jambon, jambon, fromage râpé, mais avec du bon jambon et du bon fromage râpé. Et c'est vraiment excellent. Bec salé ou bec sucré, clairement bec salé. J'aime beaucoup, je suis passionnée de fromage. Je viens de Touraine. On a des bons fromages en Touraine. Voilà, exactement, de Sainte-Maure et d'autres. Et puis, mon petit déjeuner le matin, c'est du pain avec de l'huile d'olive. Donc, voilà, c'est mon petit déjeuner. Voilà, donc beaucoup plus salé que sucré. Cuisine asiatique ou méditerranéenne, clairement méditerranéenne. J'aime la diversité qu'on peut avoir la complexité d'associer ces légumes, ces riz avec justement des huiles différentes, des épices, des herbes aromatiques, ce qu'on peut apporter avec les différentes cuissons qu'on a dans la cuisine méditerranéenne. Et puis les poissons. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup les produits bruts. Les produits bruts qu'on va associer avec des bonnes huiles, des bonnes herbes, des bons épices. Je trouve que j'aime ce concept-là de la cuisine méditerranéenne. Et enfin, Paris-Brest ou Saint-Honoré. Bon, j'aime quand même le sucré. Quand je tombe effectivement sur un Paris-Brest, je ne peux pas résister. C'est ma passion. Passion Paris-Brest. Voilà. Super. Merci Cécile. Manon ? Alors, j'ai fraise ou framboise. Je veux dire fraise. J'adore ça. Zester ou mandoline. Mandoline. C'est difficile de faire des commentaires là-dessus. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Si on n'en fait pas, il n'y a pas de souci. Boudin blanc ou boudin noir. Voilà. Là, on peut commenter. Voilà. Boudin noir, direct. Ouais. Alors, c'est quoi la différence ? Du coup, on t'exploite un petit peu. Boudin noir et boudin blanc. Ça n'a rien à voir. Effectivement. Ouais. Le boudin noir, c'est du sang de porc, en fait. C'est pour ça que beaucoup ont horreur de ça. C'est tellement bon. C'est clair. Mais voilà, c'est excellent. Quand c'est bien pour fait, la santé, c'est très bon. Ouais. Et c'est plein de fer. Ouais. Et le boudin blanc, du coup ? Et le boudin blanc, alors nous, on le faisait quand j'étais en formation avec du blanc de volaille, du poulet, du coup. Et il y a du lait ? Oui. Aussi. Ouais, du lait ou de la crème. D'accord. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça va être mixé avec de la glace. Ça va faire une émulsion, en fait. Et c'est cuit ensuite à la vapeur. Okay. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le faisait. Ça peut être cuit à l'eau. Tu préférais boudin noir ? Boudin noir, oui, complètement. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Après, si on me parle de boudin blanc à la truffe, là, on peut discuter. Mais boudin noir, je trouve que c'est plus intéressant avec des pommes ou une compotée de pommes, c'est délicieux. Et ensuite, j'ai Bordelais, Bourgogne ou Alsace. Bourgogne, team chardonnay à fond. Voilà. Merci. Alors, petite question subsidiaire. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur ? Du fromage. Je crois que c'est la réponse qui m'a été le plus donnée, ça. Ouais, c'est vrai. Cécile ? Étonnamment, je vais dire du beurre, qui suis dans l'huile. Oui, du beurre, je pense que c'est ça, ce qu'il y a le plus dans mon frigo. Je réfléchis. De la moutarde aussi. Ok. Et Manon ? J'allais dire aussi beurre et moutarde, mais j'ai aussi toujours une bouteille de vin pour accueillir au cas où. Mais ne fais pas cette moue. On ne te juge pas, maintenant tu sais. Il n'y a aucun problème avec ça. J'en bois pas seule, mais en tout cas, j'ai toujours une bouteille au cas où quelqu'un vient. Hop, tout est prêt. Mais du coup, à nous trois, on peut faire un after. Mais c'est ça, sans problème. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque ? C'est-à-dire que vous allez dans une brasserie, vous prenez toujours ça qui est un plat typique. Bistrot-brasserie. Le tartare de bœuf, bien sûr. Ok. Au couteau alors. Bah, évidemment. Ouais, de base. La base. Bah oui, la base. Pas tout à cacher. Ah, je crois que c'est la bavette. La bavette à l'échalote, tout simplement. J'adore. Des bonnes frites maison. Ça aussi, c'est la base. L'andouillette. Du coup, je fais vraiment bonne charcutière, mais vraiment l'andouillette pour le coup. Ok. Ouais. Et je profite que tu es là. Quelle est l'adresse du restaurant où tu as mangé le meilleur pâté en croûte ? Ça me vient d'un coup, là. C'est une bonne question. Ouais. Moi, j'en ai mangé dans certains restos. C'est une très bonne question. Parfois décevant. Ouais. Honnêtement, j'ai même pas d'adresse là.
Parce qui me que vient en moi, tête. par exemple, tout le monde sait que je suis très très fan de la brasserie Lazare, qui est celle de Fréchon, en fait. Mhm. Et je fais très souvent, et ils ont un pâté en croûte foie gras. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça fait plusieurs fois que je le prends. Il est très 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 bon. Ok. Voilà. Donc, il faudrait que tu le testes. Ouais, avec plaisir, ouais. Ok, alors on continue. Pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Aurélia, je sais que tu as écouté tous mes podcasts, donc tu connais ce passage et du coup tu connais ma question. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Moi, c'est une association, du coup, tomate, basilic, huile d'olive. Voilà. J'ai des origines italiennes, donc j'ai des souvenirs de cette odeur quand je rentrais dans la cuisine de ma grand-mère. Elle était en train de préparer ses gnocchis à la main, et il y avait la casserole de sauce tomate qui bouillait, qui était à petit bouillon pour justement déclencher tous les arômes liés à Maillard, etc. Et à côté de ça, une entrée basique, tomate, mozza, basilic, huile d'olive. Donc j'ai grandi avec ça. Super. Je suis pas loin parce que je pense que moi, c'est le pan con tomate, comme j'ai vécu pas mal en Espagne. Un bon pain avec une bonne tomate frottée et une bonne huile d'olive fruitée vert. Pour le coup, moi, je conseillerais une bonne variété, par exemple, picual ou Horriblanca espagnol, là, sur un pain comme ça, c'est... Avec de l'ail ? Alors, Ou pas pas forcément. Pas forcément. Sans ail, si tous les produits sont bons, il n'y a pas besoin. Mais il faut vraiment que ce soit du bon pain, une bonne tomate, une bonne huile, et là, c'est exquis. Ou bien, j'ai un autre petit plat que j'aime bien, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est du pain avec un avocat mûr à point. Je mets un filet de bonne huile d'olive, un peu de sésame et un filet de citron. Et tout ça se mixe super bien. Au petit-déj, c'est pas mal aussi. Je n'en peux plus. Manon, quel souvenir ? Le gigot d'agneau de 7 heures de mon père. Ah, pour donc, Pâques. donc Ouais. c'est pour ça aussi qu'il était Je dans ta pense. recette. Ouais, oui, c'était clairement ça. Hein. C'est incroyable. Comment s'appelle ton papa ? Rémi. Il était cuisinier d'ailleurs quand j'étais petite. D'accord. Je pense que c'est lui qui m'a un peu mis dedans. Très bien. Alors, 2 dernières questions, et non pas des moindres. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est... Toi, en plus, tu les connais, mais... donc tu l'avais la question, tu pouvais la Oui, préparer. mais tu vois, j'ai préféré y aller à la spontanéité. Bah oui, bien sûr. Justement, c'est ça, tiens, cuisiner, c'est spontané. Et ben voilà, Ouais. parfait. Pour moi, cuisiner, c'est associer. Je trouve que c'est passionnant, les associations qu'on peut avoir en cuisine. Un légume avec une herbe aromatique ou avec une épice, une viande avec un champignon. Enfin, je trouve que c'est passionnant au niveau la complexité de toutes ces saveurs qu'on peut associer ensemble pour qu'elles soient amies. Et je trouve ça beau. Très bien. Pour moi, cuisiner, c'est partager. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier, parce que j'adore cuisiner pour les autres. Et ce qui est assez drôle, c'est que je cuisine pas pour moi. Si je suis seule, je prends un morceau de fromage. Et... Idem. Oui, on est tous pareils, je pense. Mais dès que j'invite quelqu'un, j'adore cuisiner. Ouais, partager, je pense que c'est vraiment ça le terme idéal. Ok. Et la dernière question, la plus importante, pour moi en tout cas, quelle est votre définition de la passion ? Il y a un ordre. Qui se lance ? Il n'y a pas d'ordre. C'est l'intuition, l'instinct. Je pense que c'est une liberté d'expression, mais qui est incontrôlable. Voilà. C'est beau ça. Merci. Ouais. Je suis assez d'accord. Je crois que la passion, en fait, on tombe dedans, on n'a pas le choix. On tombe sur un produit, sur un art quelconque. C'est quelque chose qui nous prend et on se sent happé par ce produit. On a envie de le connaître à fond et de le faire partager, de le faire connaître. Et c'est la transmission, la passion, pour le coup, moi, je trouve aussi beaucoup. Très beau. Je vais reprendre une phrase, il me semble que c'est Félix Faure qui l'avait dit. C'est l'art d'exister. Et je trouvais ça très beau. Oh, j'adore. J'adore. Ouais. J'aime beaucoup ses textes. Il fait ça sur Instagram, il me semble que c'est Félix, j'ai un doute. Mais c'est l'art d'exister, ouais. Tu l'as pas mis sur Insta ? Si, Ouais, ouais, c'est pour ça que je l'ai exact. Ok. Bien. Alors, je crois qu'on va être obligé de se dire au revoir. Déjà.
C'est passé vite. Déjà. Alors, j'ai noté ma petite conclusion qui est une conclusion inspirée à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est écrit un petit peu en mode dernier moment. Alors, pour ce dernier épisode de la saison, le 20e, j'ai été ravie de recevoir 3 femmes passionnées et passionnantes. Une riche discussion autour du savoir-faire, du savoir-être, de la curiosité, de l'engagement, de la transmission si chère à mon cœur. Elles ont réussi à déconstruire les préjugés et assumer leur ambition. Bravo mesdames. Et moi, je vous retrouve pour une 2e saison avec de beaux portraits à découvrir. Merci beaucoup Cécile. Merci Virginie, c'était un plaisir. Merci Manon. Merci beaucoup. Et merci Aurélia. Merci à toi. À très bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!